Kevin Costner a passé 5 ans à contribuer à faire de Yellowstone la plus grande émission de télévision. Il est devenu le visage du renouveau du western moderne, le centre émotionnel d'une série qui a dominé les audiences et construit un phénomène culturel autour de la famille Dutton. Puis en juin 2024, après des années de succès qui semblaient imparables de l'extérieur, il s'en va. Ce qui ressemblait à une décision soudaine a choqué les fans. Mais la vérité derrière son départ était bien plus compliquée que ce que le public avait jamais imaginé. L'explication officielle semblait assez simple. Les conflits d'horaire, les problèmes de timing créatif et le désir de Costner de se concentrer sur d'autres projets sont devenus la version claire répétée dans les gros titres. Mais derrière des portes closes, l'histoire aurait impliqué des tensions croissantes à propos de l'argent des scripts inachevés, un chaos d'horaire et une détérioration des relations avec Taylor Sheridan, qui est devenu bien plus grave que les deux parties ne l'ont publiquement admis. Il y aurait eu une offre de 24 millions de dollars sur la table que Kevin a refusée. Dans le même temps, son divorce très public l'épuisait émotionnellement et financièrement devant le monde. Et en arrière-plan se trouvait un rêve qu'il avait protégé pendant près de 3 décennies, un projet passionné qu'il refusait d'abandonner, même si cela impliquait de s'éloigner du plus grand succès télévisuel de sa vie. Ce qui l'a finalement éloigné de Yellowstone n'a pas été un moment dramatique. Ce furent des années de pression qui se heurtèrent en même temps. Et pour comprendre pourquoi il a pris cette décision, il faut remonter au début de sa vie, bien avant que la célébrité, les tapis rouges et le succès hollywoodien n'entrent en scène. Kevin Michael Costner est né le 18 janvier 1955 à Linwood. Il était le 3e fils de Bill Costner et Sharon Costner, élevé dans une famille qui comprenait bien mieux le travail acharné que le luxe. Son père a travaillé dans des emplois physiquement exigeants avant de devenir un militaire de ligne pour Southern California Edison. Sa mère travaillait dans l'assistance sociale et leur foyer était fondé sur la responsabilité plutôt que sur le glamour. Ce n'était pas une famille liée à Hollywood. C'était une famille façonnée par le sacrifice, la pression financière et la compréhension constante que la survie exigeait de la discipline. Chaque dollar comptait et chaque travail avait un sens, car en perdre, un pouvait tout changer. Même avant que Kevin ne soit en âge de comprendre le chagrin, la tragédie avait déjà touché sa famille. Son 2e frère est décédé à la naissance en 1953, laissant Kevin et son frère aîné Dan grandir dans une maison où une tristesse tranquille persistait sous la vie quotidienne. On n'en parlait pas souvent ouvertement, mais cette perte faisait toujours partie de l'histoire émotionnelle de la famille. Cette douleur était liée à une épreuve encore plus ancienne supportée par son père. La famille de Bill Costner vivait en Oklahoma pendant le dévastateur Dust Bowl. Ils possédaient autrefois une ferme de blé, mais les tempêtes de poussière ont détruit tout ce qu'ils avaient construit. En 1935, la ferme avait disparu, et la famille rejoignit des milliers de familles déplacées se dirigeant vers l'ouest en quête de survie. Ils ont fait partie de la vague de migrants souvent appelés « Hokies », et nombre d'entre eux ont été victimes de discrimination et d'humiliation après leur arrivée en Californie. Cette expérience a profondément façonné la vision de Bill de la vie. Il a appris très tôt qu'un emploi stable n'était jamais quelque chose à tenir pour acquis. Le travail signifiait de la nourriture sur la table. Le travail était synonyme de sécurité et perdre cette stabilité était quelque chose qu'il craignait pour le reste de sa vie. Kevin a grandi en regardant son père s'accrocher fermement à la sécurité. Il admirait la loyauté et la force de son père, mais il remarquait également ce que cette vie exigeait. Cela obligeait les gens à supprimer les rêves risqués et à choisir la sécurité plutôt que l'incertitude. Pour des familles comme la leur, Hollywood était quelque chose qui arrivait à d'autres personnes. Cette voie n'était pas considérée comme réaliste. Pourtant même, lorsqu'il était enfant, Kevin sentait en lui quelque chose qui l'attirait vers une vie plus grande qu'il ne pouvait pas expliquer pleinement. La carrière de son père a obligé la famille à déménager constamment à travers la Californie. Une année, ils ont vécu à Compton, puis dans une autre ville, puis une autre. Au moment où Kevin a atteint l'adolescence, recommencer constamment était devenu sa vie normale. Il a été forcé à plusieurs reprises de se rendre dans des écoles où tout le monde avait déjà noué des amitiés. Il est devenu le petit nouveau encore et encore, essayant toujours de s'intégrer dans des environnements où il se sentait invisible. Cette instabilité répétée a lentement endommagé sa confiance. Kevin a admis plus tard que ces années l'avaient rendu timide et profondément anxieux. Alors que d'autres adolescents nouaient des amitiés durables, il se sentait souvent comme un étranger qui regardait la vie se dérouler autour de lui.
Cette solitude l'a poussé vers l'intérieur. Il a commencé à écrire de la poésie. Il a chanté dans une chorale baptiste. Il passait de longues périodes de temps seul, avec ses propres pensées, car les mouvements constants ne lui donnaient jamais la chance de se sentir vraiment enraciné quelque part. Cet isolement l'a profondément blessé à l'époque, mais il a également construit quelque chose de puissant en lui. Cela a créé une résilience silencieuse qui l'aidera plus tard à survivre dans une industrie réputée pour détruire les personnes fragiles. Il y avait une autre insécurité qu'il portait et qui lui semblait intensément personnelle. Au lycée, Kevin était inhabituellement petit par rapport aux autres garçons. À un moment donné, il ne mesurait que 5 pieds 2 pouces et en était douloureusement conscient. Il a vu ses camarades de classe devenir adultes tout en se sentant physiquement laissé pour compte. Il s'inquiétait constamment et demandait même à sa mère s'il grandirait un jour. Elle l'a rassuré en lui disant qu'il finirait par le rattraper. Elle avait raison. Au moment où il atteignait le début de la vingtaine, il mesurait environ 6 pieds 1 pouce. Mais les années passées à se sentir physiquement négligé ont laissé des cicatrices émotionnelles qui n'ont pas disparu du jour au lendemain. Il faisait du sport et montrait un réel talent, mais il se sentait mal à l'aise avec les filles et avait souvent du mal à avoir confiance en lui. Si une fille était plus grande que lui, cela le rendait immédiatement gêné. Il était loin d'être la star de cinéma douce et confiante que les gens l'imagineraient plus tard. Pourtant, même pendant ces années incertaines, Kevin avait en lui une détermination remarquable. À seulement 18 ans, il a lui-même construit un canoë et a parcouru plus de 1000 milles en direction du Pacifique, tout en retraçant le chemin de Lewis et Clark. Ce voyage a révélé quelque chose de critique sur sa personnalité. Bien avant la célébrité, il avait déjà une volonté obstinée de faire des choses difficiles simplement pour se prouver qu'il en était capable. Il ne se sentait peut-être pas en sécurité, mais il n'a jamais été faible. En grandissant, il a commencé à comprendre son père à un niveau plus profond. Bill avait passé plus de 30 ans à conserver un emploi parce qu'il comprenait ce que cela faisait de tout perdre. La survie avait façonné chacune des décisions importantes qu'il prenait. Des années plus tard, Kevin et son père ont eu une conversation profondément émouvante à propos de ses sacrifices. Bill a admis qu'il avait rarement pris des risques parce que tout ce qu'il voulait, c'était la sécurité de sa famille. Kevin comprenait cette peur, mais il reconnaissait également la tristesse qui s'y cachait. Après que Kevin ait connu le succès à Hollywood, il a offert à son père l'un de ses cadeaux les plus significatifs. Il l'a surpris avec une toute nouvelle Chevrolet Silverado pour Noël. Bill aurait fondu en larmes parce que c'était le premier camion flambant neuf qu'il possédait. Pour Kevin, ce moment représentait bien plus que de l'argent. C'était sa façon d'honorer les sacrifices consentis par son père et de redonner quelque chose à l'homme qui a passé sa vie à protéger la famille. Au moment où Kevin entra à l'Université d'État de Californie à Fullerton en 1973, la vie était finalement devenue suffisamment stable pour qu'il puisse rester au même endroit. Pour la première fois depuis des années, il ne recommençait pas constamment. Cette stabilité a tout changé. Cela lui a également donné la possibilité de tomber amoureux. En 1975, il rencontre Cindy Silva, qui travaillait dans le rôle de Blanche-Neige à Disneyland. Pour Kevin, elle représentait la stabilité, la gentillesse et un avenir qui semblait soudain possible. Ils se sont mariés le 11 février 1978, peu après l'obtention de son diplôme. À ce moment-là, son avenir paraissait tout à fait ordinaire de la meilleure des manières possibles. Il avait une femme qu'il aimait, un diplôme universitaire et un emploi en marketing qui lui offrait de la stabilité. Pendant un instant, il a semblé que Kevin Costner pourrait suivre exactement le chemin sûr que son père avait passé sa vie à protéger. Il aurait pu bâtir une carrière tranquille et vivre confortablement loin des projecteurs. Mais le destin lui attendait quelque chose de très différent. En rentrant de Puerto Vallarta après sa lune de miel, Kevin s'est retrouvé sur un vol avec l'acteur légendaire Richard Burton. Burton était tout ce que Kevin n'était pas encore réussi à respecter, et vivant le genre de vie que Kevin n'avait imaginé qu'à distance. Kevin avait tranquillement rêvé de devenir acteur, mais la peur ne cessait de le retenir. Il comprenait ce que la poursuite de ce rêve pouvait lui coûter, et il n'était pas sûr d'être assez courageux pour prendre ce risque. Ainsi, pendant ce vol, il a posé à Burton une question qui le hantait probablement depuis des années, et cette conversation allait contribuer à changer à jamais la direction de sa vie entière. Un homme pourrait-il devenir acteur sans détruire sa vie personnelle? Burton lui a dit qu'il pensait pouvoir le faire. Ce fut un échange court, mais il a atterri durement. Kevin ne l'a jamais oublié. Peu de temps après, il a quitté son poste de marketing. La version sûre de sa vie avait soudainement disparu.
Il a plutôt choisi l'incertitude. Ce choix n'a pas apporté un succès instantané. Cela a amené la lutte. Beaucoup. À la fin des années 1970 et dans les années 1980, Kevin s'est frayé un chemin d'un petit travail à l'autre tout en essayant de se lancer dans le métier d'acteur. Il a suivi des cours de théâtre. Il travaillait sur des bateaux de pêche. Il conduisait des camions. Il a fait visiter des maisons de célébrités. Il construisait des décors comme menuisier. Certaines nuits, il dormait dans sa voiture. Il acceptait n'importe quel travail qu'il pouvait trouver parce qu'il avait des factures à payer et un rêve qui refusait de le laisser tranquille. Lorsqu'il obtenait des pièces, elles étaient minuscules. Son premier travail cinématographique a eu lieu à Cecil Beach aux États-Unis, un film de plage qu'il a ensuite trouvé embarrassant. Il avait demandé une chance et l'avait obtenue, mais ce n'était pas le genre de rôle qui faisait croire qu'une grande carrière avait commencé. Le film a été mis sur les tablettes et n'est sorti que des années plus tard pour tirer profit de sa renommée, alors qu'il était déjà devenu connu. Cela l'a hanté pendant un moment. C'était le genre de début qui pouvait faire abandonner une personne. Puis est arrivé un moment qui aurait dû être énorme et qui est devenu douloureux. Lawrence Kasdan l'a choisi dans The Big Chill, dans le rôle d'Alex Marshall, l'ami décédé, dont la perte rassemble le reste des personnages. Kevin a filmé des scènes pour des flashbacks. Il était dans le film, ou du moins, il le pensait. Puis le montage final est arrivé et presque tout son travail avait disparu. Dans le film terminé, il était à peine là réduit à l'image d'un cadavre. Pour un jeune acteur qui essaie de percer ce genre de choses, pourrait vous écraser. Mais Kasdan se sentait mal et il se souvenait de Kevin. Cela a compté plus tard, car ce qui ressemblait à une impasse est devenu un tournant. Kasdan l'a engagé dans Silverado en 1985 et ce rôle a finalement ouvert la porte. Cela donnait aux gens un vrai regard sur lui. Cela a montré ce qu'il pouvait faire et peu à peu les années où il avait été négligé ont commencé à disparaître. Puis tout a changé rapidement. En 1987, Kevin Costner a percé d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Vint d'abord The Untouchables, où il incarna Elliot Ness face à Al Capone de Robert De Niro. Le film a été un succès majeur et a montré clairement qu'il pouvait diriger un film sérieux en studio. Puis vint No Way Out 2 mois plus tard, prouvant qu'il pouvait également réaliser un thriller politique tendu. Coup sur coup, ces films l'ont poussé vers un nouvel endroit. Il n'était plus seulement un acteur prometteur. Il est devenu soudainement un homme de premier plan. Et une fois que cela s'est produit, il a continué à avancer. En 1988 et 1989, il est devenu profondément lié au baseball à l'écran d'abord, avec Bull Durham, puis avec Field of Dreams. Bull Durham lui a confié un rôle plein de charme, d'humour et d'assurance usée. Field of Dreams lui a donné quelque chose de plus doux et de plus émotionnel. Ensemble, les films ont fait comprendre aux gens qu'il avait de l'autonomie. Il pouvait souvent jouer à la fois la force, le désir, la romance et la perte. Il avait le genre de présence à l'écran qui donnait aux hommes ordinaires un sentiment de mythe et rendait les émotions simples immenses. Au début des années 1990, Kevin Costner semblait intouchable. Il était déjà devenu l'une des plus grandes stars d'Hollywood, et ce succès lui a donné le genre de pouvoir dont la plupart des acteurs ne font que rêver. Ainsi, lorsque Universal Pictures a approuvé Waterworld en 1992, cela ne semblait pas être un pari imprudent au début, mais plutôt un pas de géant pour un homme qui semblait continuer à gagner. Même alors, le budget prévu était déjà énorme, soit environ 100 millions de dollars, ce qui était une somme énorme pour un film de science-fiction sombre et original. Mais ce qui a commencé comme un projet audacieux s'est lentement transformé en un cauchemar qui n'a fait que grandir. À mesure que la production avançait, l'argent ne cessait d'augmenter. En 1994, le budget avait grimpé à 135 millions de dollars. Et au moment où le tournage s'est finalement terminé à Hawaï, le coût final avait atteint environ 175 millions de dollars. À cette époque, Waterworld était devenu le film le plus cher jamais réalisé. Un ensemble géant d'atolls flottants a dû être construit dans le Pacifique, et cela a pris à lui seul plus d'1 an. Puis, les choses ont empiré. En 1994, un ouragan a détruit la production et détruit des millions de dollars en décors. En plus de cela, le script ne cessait de changer, ce qui signifiait plus de retard, plus de confusion et plus de reprises. Tout ce qui pouvait rendre un film énorme encore plus cher semblait se produire d'un seul coup.
Au moment où Waterworld est sorti en salle, en juillet 1995, l'histoire autour du film avait déjà tourné au vinaigre. Les critiques et les tabloïds l'attendaient, et ils s'en sont pris à Costner avec acharnement. Ils se sont moqués du film avec des noms comme Kevin's Gills et Kevin's Folly, et ces blagues ont atterri parce que Costner n'était pas seulement la star, il était devenu le visage de tout le désastre. Les gens avaient commencé à le voir comme un homme qui croyait qu'il ne pouvait pas échouer, et maintenant, Hollywood appréciait de le voir se faire traîner en public. Pour autant, le film ne s'est pas effondré d'emblée. En fait, Waterworld a ouvert ses portes au numéro 1. Il a ensuite rapporté environ 88 millions de dollars en Amérique du Nord et 176 millions de dollars supplémentaires à l'étranger, pour un total mondial d'environ 264 millions de dollars. Pour de nombreux films, cela aurait été un bon résultat, mais Waterworld ne comptait pas beaucoup de films. Face à un budget aussi énorme, ce n'était pas suffisant. Il ne rapportait qu'environ un 6 fois son coût, et pour une production aussi chère, c'était faible. Les gens de l'industrie pensaient qu'un film de 175 millions de dollars en 1995 avait besoin de quelque chose de plus proche de 400 à 500 millions de dollars dans le monde pour vraiment atteindre le seuil de rentabilité. Ainsi, même si le film a rapporté de l'argent réel, les calculs semblaient toujours brutaux et Universal a perdu beaucoup au départ. C'est ce qui a rendu la réaction si intense. Les chiffres étaient déjà assez mauvais, mais les gros titres ont rendu la situation encore pire. Fin 1994, le film avait déjà dépensé près de 175 millions de dollars, ce qui représenterait plus de 350 millions de dollars aujourd'hui. Le complexe de l'atoll flottant d'Hawaï a coûté à lui seul des dizaines de millions, et l'équipage a parfois dû s'arrêter pendant des jours à cause des tempêtes et du chaos logistique. Costner, qui avait déjà risqué 22 millions de dollars de son propre argent sur Danse avec les loups, a une fois de plus investi une partie de sa fortune personnelle dans le film. Cela n'a fait que rendre les blagues plus pointues. Son nom est devenu une punchline. Aux États-Unis, les critiques ont attribué au film une note moyenne de 40 à 45 sur 100, et les tabloïds se sont donnés à fond avec ses favoris, ressemblant à des branchies et blagues sur le poisson, et l'image d'une grande star dérivant hors de contrôle. Et pourtant, comme de nombreuses catastrophes qui ont refusé de rester enfouies, Waterworld n'y est pas mort. Au fil du temps, il a progressivement trouvé une autre vie. À l'ère du VHS et du DVD, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'entreprise a commencé à gagner de l'argent grâce aux ventes de vidéos et de téléviseurs domestiques. Les jeunes téléspectateurs ont commencé à y voir quelque chose de différent. Ils ont aimé le monde étrange, l'échelle, les scènes de poursuite et les visuels sauvages. Ce qui ressemblait autrefois à un embarras a commencé à être considéré comme un classique culte. Certains l'ont même qualifié d'avance sur son temps. Mais cette réévaluation ultérieure n'a pas effacé ce qui s'est passé en 1995. Les dommages causés à l'image de Costner ont été immédiats et ils sont restés. Les blagues, les gros titres, les moqueries, tout cela s'accrochait à lui et contribuait à créer le sentiment que sa course en or commençait à se fissurer. Puis vint le facteur. Et au lieu d'arrêter la chute, cela n'a fait qu'empirer les choses. En 1997, Costner a sorti The Postman, une longue épopée post-apocalyptique qu'il a réalisée, produite, écrite et dans laquelle il a joué. À bien des égards, c'était exactement le genre de projet personnel qu'il avait mérité le droit de réaliser après Danse avec les loups. Il avait prouvé un jour que son instinct pouvait le conduire à des récompenses et à la gloire au box-office. Alors cette fois, il a encore parié sur lui-même. Universal aurait dépensé environ 80 millions de dollars pour le film marketing compris, et on espérait qu'il pourrait devenir un compagnon sombre et réfléchi de Waterworld. Mais le public n'est jamais venu. Le film a débuté en décembre 1997 et s'est terminé avec seulement 17 millions de dollars aux États-Unis. Il a à peine dépassé les 60 millions de dollars dans le monde. Ce n'était pas seulement décevant, c'était un effondrement. Puis vint l'humiliation qui rendit impossible de l'ignorer. La veille des Oscars en 1998, The Postman a été écrasé aux Golden Raspberry Awards. Il a remporté 5 Razzies, dont celui du pire film, du pire acteur pour Costner, du pire réalisateur pour Costner, du pire scénario et de la pire chanson originale. Aucun autre film cette année-là n'en a pris autant. Le timing a aggravé la situation.
Alors que Hollywood se préparait à célébrer ses plus grands gagnants, le nom de Costner était répété dans tous les titres pour de mauvaises raisons. Quelques années plus tôt, il était l'homme derrière Danse avec Les Loups, un film qui a remporté le prix du meilleur film en 1991. Aujourd'hui, il est devenu le centre d'une plaisanterie nationale. Cette chute n'était pas privée, c'était bruyant public et impossible à cacher. Ensuite, Waterworld et The Postman se sont frappés coup sur coup et cette confiance a disparu presque du jour au lendemain. L'acteur qui avait autrefois reçu des salaires de 15 à 20 millions de dollars aurait vu les offres tomber dans la fourchette de 5 à 10 millions de dollars. Un projet de liste a commencé à être confié à d'autres acteurs. En 1998, les journaux spécialisés publiaient déjà des articles selon lesquels les studios se retiraient discrètement des projets dirigés par Costner parce qu'ils y voyaient trop de risques et trop de maux de tête. Les rôles qui auraient autrefois été façonnés autour de lui ont commencé à être attribués à des noms plus jeunes ou plus sûrs. Il a même transmis des films comme American Beauty en 1999 et The Green Mile en 2000, qui sont tous deux devenus plus tard des succès déterminants pour d'autres acteurs. Tout cela ajoutait au sentiment qu'un homme qui s'était autrefois assis au centre d'Hollywood s'était en quelque sorte glissé sur le côté sans que personne ne s'en aperçoive. Ce qui a rendu Horizon possible, au moins en partie, est précisément ce qui a permis à Costner de réaliser son plus grand retour depuis des années. Cette chose, c'était Yellowstone. Lorsque Yellowstone a été créé le 20 juin 2018, cela n'a pas immédiatement ressemblé à un tremblement de terre télévisuel. Il a fait ses débuts avec environ 2,7 millions de téléspectateurs sur Paramount Network, une chaîne câblée peu connue pour ses succès scénarisés géants. Mais la série a continué de croître et à mesure qu'elle grandissait, Costner est devenu le visage de l'un des plus grands succès télévisuels de l'époque. Au moment de la première de la saison 5 en novembre, 2022 Yellowstone avait explosé à 12,1 millions de téléspectateurs en direct et le jour même, avec environ 9,2 millions de personnes qui regardaient au cours des 3 premiers jours seulement. Ce sont des chiffres énormes pour le câble. Du coup, Costner n'était plus une star de cinéma fanée essayant de protéger son héritage. Il était au centre des drames télévisés les plus chauds, sur les ranches chaque semaine, dans des millions de salons. Ce succès a fait plus que redorer son image. Cela lui a donné un effet de levier. Alors que Yellowstone devenait une force culturelle, les studios ont recommencé à regarder Costner différemment. Il n'était plus traité comme un has-been, il était bancable, il comptait, et ce statut renouvelé l'a aidé à débloquer le financement et la distribution d'Horizon, le même projet de rêve qui le hantait depuis 30 ans. De cette façon, John Dutton est devenu plus qu'un simple rôle à succès. Il est devenu le pont qui a ramené Costner à sa plus ancienne ambition. La validation est allée au-delà des notes. Le 10 janvier 2023, à 67 ans, Costner remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique pour Yellowstone. C'était son premier Grand Prix d'acteur à la télévision et son premier Golden Globe en tant qu'interprète en 32 ans. Cette victoire a également donné à Yellowstone son premier trophée majeur décerné par un grand groupe hollywoodien. Il y avait aussi quelque chose de presque poétique là-dedans. Alors même qu'il était honoré pour le rôle qui avait relancé sa carrière, son attention se tournait déjà vers son propre travail cinématographique. John Dutton l'avait ramené, mais le besoin incessant de Costner de construire quelque chose qui lui était propre n'a jamais vraiment disparu. Et c'est là que les ennuis ont recommencé. Dès le début, Yellowstone a exigé un calendrier exigeant. La production s'étendait souvent du début du printemps à la fin de l'automne, généralement entre avril et octobre, avec de longues journées au Chief Joseph Ranch, à Darby, Montana. Costner passait 5 mois par an, et parfois près de 7 à gérer les matinées froides, la poussière, la neige, les chevaux et les journées de 12 heures. En 2021 et 2022, après plusieurs années consécutives, à ce rythme, cela commençait à lui peser. Il avait maintenant la soixantaine, et en même temps, il essayait de faire avancer Horizon. Ce qui ressemblait autrefois à un retour a commencé à se transformer en une cocotte minute. Il essayait d'être 2 versions de lui-même, à la fois la star de télévision disciplinée, dirigeant une franchise géante, et le cinéaste à l'ancienne, risquant tout pour une épopée personnelle. Alors que Horizon exigeait davantage de lui des rapports, on commençait à décrire des tensions croissantes entre Costner et Taylor Sheridan, le créateur de Yellowstone. Sheridan avait fait de la série une franchise phare qui s'est étendue jusqu'en 1880, 3923
et plus encore. Il aurait souhaité une concentration et une cohérence totale. Costner, quant à lui, essayait d'établir son propre programme de tournage autour d'Horizon, tout en promettant de retourner à Yellowstone. À la fin de 2022 et au début de 2023, des histoires ont commencé à faire surface selon lesquelles Sheridan était frustré par ce qu'il considérait comme une attention divisée. Costner, de son côté, avait le sentiment qu'il avait réorganisé sa vie pour que Yellowstone fonctionne, et qu'il se retrouvait désormais confronté à des scénarios inachevés, à des plans changeants et à une production qui n'était pas prête à son arrivée. En 2023, ces tensions étaient devenues publiques. Les rapports décrivaient une véritable querelle. Costner a déclaré qu'il avait fait de la place dans son propre programme de tournage pour tourner suffisamment de matériel pour la saison 5 de Yellowstone, s'éloignant même de tout autre travail pendant 1 mois pour arriver et ne trouver aucun scénario terminé. Dans son récit, les choses ont implosé. Sheridan, à son tour, s'opposerait aux besoins de contrôle de Costner et tenterait de diriger la série dans une direction plus sombre et plus sérialisée. En avril 2023, le personnage de Costner était déjà exclu du matériel promotionnel des épisodes à venir et en 2024, plusieurs rapports indiquaient qu'il avait complètement quitté l'univers de Yellowstone. L'ironie est difficile à ignorer. Des décennies plus tôt, le refus de compromis de Costner l'avait poussé dans le chaos de Waterworld et du Postman. Aujourd'hui, la même volonté de faire l'avait amené à se heurter à l'un des créateurs les plus puissants de la télévision. Ce qui l'avait autrefois aidé à bâtir son empire ne cessait de l'amener au bord de celui-ci. Le conflit n'a fait que s'aggraver à partir de là. Lors de documents judiciaires en septembre 2023, Costner a déclaré qu'on lui avait proposé exactement 24 millions de dollars pour rester à Yellowstone pour les saisons 6 et 7. Mais lorsque les discussions sont passées à la saison 5 partie 2, il a affirmé que le studio était revenu avec moins d'argent par épisode qu'il n'en avait gagné auparavant. Pour lui, cela semblait insultant et non gratifiant. Il avait déjà essayé de réduire ses jours de tournage annuels de 65 à 50 pour que tout s'adapte, mais le salaire inférieur combiné au combat créatif donnait l'impression que l'accord était un pas en arrière, au lieu d'une reconnaissance pour avoir aidé à construire une franchise géante. Ensuite, il y a eu la question des scripts. En septembre 2023, Costner se trouvait au cœur de l'Utah pour travailler sur Horizon, mais il avait encore le temps de revenir à Yellowstone. Mais selon lui, à son arrivée, il n'y avait pas de script terminé pour le reste de l'épisode. Il a déclaré plus tard qu'il ne pouvait pas agir sur des pages à moitié écrites et qu'il ne pouvait pas peaufiner quelque chose qui n'existait pas. Pour lui, c'était le point de rupture. La série promettait toujours aux fans une fin majeure, mais dans les coulisses, le matériel n'était pas là. Cet écart entre ce qui était vendu et ce qui était réellement prêt lui permettait de s'en aller plus facilement. En même temps, sa vie personnelle était soumise à une énorme pression. En avril 2023, son épouse Christine Baumgartner se sépare de lui après 18 ans de mariage et elle demande le divorce le 1er mai, invoquant des différends irréconciliables. Ce qui a suivi a été une bataille juridique brutale pour l'argent, la pension alimentaire et la propriété. Elle aurait demandé 250 000 $ par mois alors qu'il a résisté avec force. Les documents judiciaires ont transformé la douleur privée en spectacle public. Les paiements de pensions alimentaires temporaires, les accusations concernant les richesses cachées, les textes amers et les disputes sur la valeur nette du logement ont tous débordé dans la presse. Le 19 septembre 2023, ils sont parvenus à un règlement qui a ensuite été finalisé en février 2024. Elle a reçu 63 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants, 1 200 000 $ en valeur nette de la maison de Santa Barbara, et une somme forfaitaire de 500 000 $, tandis que Costner a conservé des actifs d'une valeur de plus de 75 millions de $. Même pour quelqu'un habitué à l'attention du public, ce niveau de stress aurait été écrasant. Et à travers tout cela, le pari Horizon pesait également sur lui. Il avait déjà investi environ 38 millions de $ de son propre argent dans le projet. Il avait passé des décennies à essayer de concrétiser ce projet. En cas d'échec, la perte ne serait pas théorique. Cela affecterait ses finances, sa réputation et le rêve qu'il avait protégé pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. C'est pourquoi la scission de Yellowstone n'a jamais ressemblé à un simple différend contractuel. Cela ressemblait à 2 ambitions géantes, s'entrechoquant sans aucune place pour la paix. En juin 2024,
après des mois de rumeurs de fuite et d'échanges publics, Costner a finalement publié une courte vidéo d'adieu aux fans. Il a dit qu'il aimait Yellowstone, qu'il savait qu'il l'aimait aussi, et qu'il voulait qu'il sache qu'il ne reviendrait pas. Ensuite, il a terminé par une phrase qui disait tout sur où se trouvait son esprit maintenant. Il leur a dit qu'il les verrait au cinéma. C'était un au revoir, mais c'était aussi une déclaration. Il choisissait Horizon. Il choisissait le rêve qui le hantait depuis 30 ans. Il pariait encore une fois sur lui-même. Cela a toujours été toute l'histoire de Kevin Costner. Le même entêtement qui l'a aidé à s'élever et le même entêtement qui n'a cessé de le renverser. Cela alimentait les danses avec les loups. Cela a aidé à créer Waterworld et The Postman. Cela l'a porté à travers des années où Hollywood a cessé d'y prêter attention. Cela lui a donné une portée ouverte des figures cachées Yellowstone et Horizon. Cela le rendait difficile à contrôler, difficile à rejeter et impossible à radier complètement. Même lorsque l'industrie se moquait de lui-même, lorsque les gros titres devenaient cruels, même lorsque les chiffres semblaient laids, il continuait d'avancer vers la version de l'histoire en laquelle il croyait.